et d'être ici à Mendoza. Merci aux organisateurs pour la qualité de l'accueil intellectuel, culturel, humain. Et pour commencer, je voudrais dire que les... Alors, attention... Voilà. C'est celui du bas ? Ah, voilà. Que les projets de mise en valeur des vignobles sont toujours très longs à réaliser. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler ce que disait Stendhal à la fin du XIXe siècle à propos de la Côte d'Or, qui n'est qu'une petite montagne bien sèche et bien laide. Et puis, des travaux de Olivier Jacquet et Gilles Laferté qui ont repéré dans les travaux que la vigne, finalement, ce n'était qu'une laideur productive et une banalité viticole. Donc vous voyez que pour faire de la valorisation, on vient de loin. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'usage du sol et de l'espace qui construit le paysage. Et on a ici un vignoble d'Alsace où on a tout un graphisme des rangées de vignes et des parcelles qui soulignent les formes du relief. Les vignobles donc sont longs à être valorisés. Aujourd'hui, on considère le paysage comme un élément du bien-être individuel et social. C'est aussi un élément de la qualité de vie des populations, mais c'est aussi une composante du cadre de vie des populations. Et en Bourgogne, dans les années 30, qui était une période de mévente des vins, un objectif des vignerons était d'attirer les visiteurs et d'attirer les acheteurs. C'est pour ça qu'a été créée en 1934 la confrérie des chevaliers du tas de vin, qui s'est installée au château du Clos Vougeot en 1944. Et à peu près en même temps, 1937, c'est la route des grands crus de Bourgogne qui a vu le jour, une route touristique qui est dédiée à la vigne et au vin. C'était vraiment une opportunité, avec le développement de l'automobile, de faire venir des visiteurs, des étrangers, des Parisiens aussi, pour leur montrer ce qu'était la côte bourguignonne. C'est à ce moment-là que la vigne est devenue, pour la Bourgogne, la vigne a constitué le corps de la Bourgogne et les vignes sont un paysage emblématique. Mais les vignobles se sont dépréciés au fil du temps, en particulier quand on fait intervenir cette idée de conflit de l'usage de l'espace. Donc les économistes et les économistes géographiques travaillent depuis très longtemps sur ce concept, avec une dévaluation de certains paysages qui sont dus au développement des vignes autour des grandes villes, où les zones rurales deviennent des zones de conflit entre les lotissements, les commerces, les usines, les infrastructures de toutes sortes. Et puis, on a une pollution visuelle qui petit à petit est apparue. Donc ces conflits d'usage, ce sont des indicateurs de toutes les modifications et des mutations des espaces, des vies de chacun d'entre nous. Et les sols deviennent des concurrents de la viticulture. Dans les zones agricoles, dans les zones résidentielles et des zones de services, on voit se développer des écoles, des lycées, des hôpitaux, des centres de sport, tout ce qui est l'utilisation par l'industrie et l'artisanat, le commerce, et puis aussi des zones récréatives. Alors je voudrais vous donner quelques exemples. Alors je ne sais pas où il faut aller. Hein, là-bas. Ah oui, mais il est récalcitrant. Hein. Voilà. Donc, un premier concept est celui du mitage de l'espace, du grignotage, où on voit petit à petit des constructions apparaître au milieu des vignes. Là, c'est un village du Valais. Et
cet étalement urbain devient vraiment un problème sérieux pour un certain nombre de vignobles. Et ce que j'ai voulu aussi retenir, c'est qu'on a de plus en plus des vignobles qui sont carrément enclavés dans les villes. J'ai retenu le domaine du Château-Aubryon, dans la ville de Pessac-Léognan, où on voit bien que le vignoble est complètement enserré. Et c'est une bagarre entre le château pour garder son espace et puis la ville. Mais enfin, la réputation de Châteaubriand le met à l'abri des prédations de l'urbanisation. Il y a un certain nombre de protections qui ont été mises en place. Je ne veux pas faire le détail, mais il y a en particulier le label UNESCO dont on vient de parler. Ce n'est pas le seul. Et puis, il y a aussi des dispositifs et des législations foncières, en particulier en France, qui permettent de garder des équilibres entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels. Mais j'avais vu aussi qu'en Chine, on a un peu le même problème, puisque des petits vignobles sont attaqués par les villes et que, quelquefois, les vignerons ont bien du mal à pouvoir conserver leur vignoble à côté des villes. Avec ce développement urbain, il y a des pollutions visuelles qui apparaissent et dans un certain nombre de travaux, dont tout ce qui concerne le patrimoine UNESCO, mais pas que lui, il y a des préconisations, des recommandations qui sont faites, par exemple, de protéger la vigne d'un espace en mettant des haies ou des arbres. Alors, ça n'est pas le cas ici, mais il y en a d'autres ailleurs. On voit que si on ne protège pas la vigne par rapport au développement des lotissements, c'est un petit peu dommage pour le patrimoine. Ici, on a aussi des vignes, des protections visuelles qui servent aussi de protection contre les traitements sanitaires. Récemment, dans certains dossiers, il y a la préconisation d'utiliser des piquets en bois plutôt qu'en métal. C'est plus joli à l'œil. Dans d'autres, il y a dans les cimetières qui sont au milieu des vignes, il y a l'obligation de faire très très attention à tout ce qui est autour du cimetière. Et puis on a, ça c'est un cas assez particulier, des protections naturelles comme celles que l'on trouve aux Açores, où là, on peut vraiment difficilement aller attaquer les vignes dans leur système de protection. Alors, il y a aussi tout ce qui relève de l'industrie et de l'artisanat, que ce soit en Champagne, que ce soit ici dans un vignoble de Provence où il y a une distillerie qui est installée au milieu des vignes. Il y a aussi dans certains endroits dans la vallée du Rhône des grandes informations publicitaires qui apparaissent. Du côté de la Côte de Nuit, c'est un grand mur en béton qu'on n'a jamais réussi à faire sauter et à remplacer par des murs de pierre. Et puis, le rôle des infrastructures de transport qui vient aussi perturber le paysage. Alors, il y a certains endroits où c'est assez charmant. Dans le vignoble de Lavaux, les petits trains, c'est mignon. Enfin, c'est mignon, ce n'est pas inesthétique. Quand les lignes grande vitesse commencent à traverser les vignobles du Bordelais, c'est déjà un petit peu plus difficile pour certains de considérer que le paysage est protégé. Un cas qui a été intéressant, c'est la traversée de la Champagne par la ligne LGV Est-Européenne. Je ne détaille pas, mais ce sont vraiment des situations importante. Et il y a actuellement 2 dossiers, l'un autour du Sauternais et l'autre en Italie, du côté dans la province de Brescia, où des lignes nouvelles viennent vraiment perturber les paysages. Alors, il y a en particulier dans le Bordelais la crainte que la ligne construite
modifie les climats, les microclimats autour d'une petite rivière qui s'appelle le Ciron et qui permet la formation du champignon le Botrytis cinerea, qui est à l'origine des vins moelleux de la région de Sauternes. Une autre situation, c'est en Italie, où la construction d'un train rapide et dans la partie Milan-Venise risque de complètement perturber un terroir qui est important, avec un cépage, le Verdicchio, le Turbiana, qui est vraiment spécifique de la région, qui donne une typicité au vin. Et s'il y a des modifications des terres, de l'alimentation en eau, de l'air, de l'atmosphère, c'est peut-être quelque chose qui va intervenir sur la qualité du produit. Donc on craint beaucoup les risques de déséquilibre pour les terroirs environnants ou les territoires environnants, et puis des risques de modification des terres, des modifications des microclimats. Bon, là c'est... même au Québec, ils ont des trains qui passent au milieu des vignes. Alors un autre problème, c'est celui des autoroutes, qui, bon, du point de vue du paysage, sont quand même assez perturbantes. Au Portugal, dans la côte de Lavaux, bien sûr, en Bourgogne avec la traversée du Jura, et surtout, alors quelque chose qui est déjà un petit peu plus ancien, c'était la construction de l'autoroute A6 qui a complètement divisé, séparé les parcelles des Marconnais du côté de Beaune et de Savigny-les-Beaunes. Bon, je ne sais pas comment c'était avant, ce que c'est devenu après. J'ai pas eu le temps de chercher quelles avaient été les conséquences de cette traversée par l'autoroute, mais il faudrait un petit peu creuser. Il y a aussi toutes les infrastructures en matière énergétique et en matière de télécommunications, les grandes lignes de haute tension. Les éoliennes qui ont créé bien du souci dans les deux dossiers de l'UNESCO, à la fois pour la Champagne et pour la Bourgogne. Bon, c'est pas propre ici, les antennes relais, dont certaines du côté d'Hermitage sont placées à côté d'une chapelle classée. Je comprends pas très bien comment ils ont réussi quand même à avoir l'autorisation, parce que normalement les sites classés sont protégés. L'usine nucléaire de Tricastin, alors qu'il y a une autre conséquence, c'est que le vin qui s'appelait les coteaux de Tricastin ont été mal perçus par la clientèle et ils ont été amenés à modifier le nom. C'est une situation assez exceptionnelle et c'est devenu Grignan-les-Adhémars. C'est une grande maison ancienne de seigneurs de la région. Et puis ce que l'on voit aussi aujourd'hui apparaître, ce sont tous les panneaux solaires qui ont plusieurs objectifs, production d'électricité, mais aussi de l'ombre pour les vignes. Donc, bon, il faut peut-être s'y résoudre dans certains endroits des vignobles, aussi bien en Italie qu'en France. C'est ce que j'ai trouvé pour le moment. Alors, l'idée, c'est un petit peu de revaloriser ces aspects-là, en particulier avec des activités touristiques, mais aussi on peut le trouver à travers des entretiens de tout ce qui est dans les vignobles, les petites constructions qui sont dans les vignobles, au moins en Bourgogne, mais l'histoire des petites maisonnettes, là où des cabottes, c'est aussi dans de nombreux vignobles sous d'autres dénominations. Un nouveau conflit à ce moment-là apparaît, il faut partager le vignoble entre les vignerons et les usagers, et je vois que j'ai parlé beaucoup trop. Alors, il y a quelque chose quand même que je voulais évoquer, et je vais finir par là. Bon, différents circuits qui sont balisés, qui permettent de visiter les vignobles à vélo, à pied, pour les petits, pour les grands.
et puis bon, les marathons, et surtout une revalorisation avec de nouvelles constructions de bâtiments viticoles qui s'intègrent dans le paysage. Peut-être certains heurtent-ils au départ, mais petit à petit on s'y habituera. Bon, un ancien, un nouveau. Le château Cheval Blanc à Saint-Émilion avec des constructions de grands architectes tout à fait intégrés dans le paysage. Bon, d'autres éléments. Mais je voulais aussi finir en disant qu'il y a de nouvelles calamités. On a beau protéger un paysage, il peut y avoir des besoins de nouvelles protections. C'est vraiment un travail sans fin. Et j'ai voulu retenir les incendies qui ont détruit un certain nombre de vignobles au cours des années passées, 2015, 2016, 2016, 2017, dans tous les hémisphères. Le dernier, donc tout ce qui a été détruit au niveau de la Napa Valley, de Sonoma Valley, où les wineries ont disparu, mais les vignes sont restées. Alors peut-être pas très bien en point, mais elles ont servi de coupe-feu et c'est une qualité qu'il faut leur reconnaître. Les maisons sont détruites, le vignoble reste. Merci de votre attention.